Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Au sommaire, Notre-Dame, le retour d'un symbole. 5 ans après le terrible incendie, la cathédrale rouvre ses portes. Une entreprise girondine a contribué à cette renaissance en renforçant la sécurité de ce chef-d'œuvre. Nous y reviendrons avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Et puis dans ce journal également, la visite historique en Corse du pape François qui se rendra à Ajaccio le 15 décembre. La ville se prépare à accueillir ce moment unique. Nous écouterons le témoignage du cardinal et évêque de Corse recueilli par notre partenaire sur place, Télé Paese. Puis détour par la Savoie dans ce journal où la saison des neiges est lancée. À Val Thorens, la pré-rentrée des écoles de ski françaises marque le coup d'envoi de la saison. Sécurité et nouvelles pratiques au programme avec notre partenaire sur place 8 Mont-Blanc. Et puis pour finir ce journal, un combat de plus pour Iron Djib. Après une carrière marquée par des exploits à Las Vegas, Najib Mohammedi, ancien champion de boxe, passe de l'autre côté des cordes. Il se lance dans l'organisation de soirées qui marquent l'histoire de la boxe. Sujet de notre partenaire de la Provence. Voilà, nous démarrons ce journal avec cette inauguration grandiose en présence de Donald Trump. 5 ans après l'incendie qui a ému le monde, Notre-Dame de Paris rouvre enfin ses portes. Un chantier titanesque auquel a contribué une entreprise basée à Mérignac en Gironde. La mission planifiait la rénovation intérieure et créer une galerie souterraine pour renforcer la sécurité de ce joyau patrimonial. On découvre les images impressionnantes du chantier avec notre partenaire TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Les images avaient fait le tour du monde. La cathédrale Notre-Dame de Paris ravagée par un incendie, entraînant l'effondrement de la flèche. Mais 5 ans plus tard, et après plus de 2000 jours de travail, le contraste est saisissant. Une prouesse technique et historique, rendue possible en partie grâce à ce bureau d'études installé à Mérignac en Gironde, qui a supervisé une partie des travaux. On fait des documents illustratifs pour expliquer aux clients et à des personnes qui techniquement ne sont pas sachantes comment on va s'y prendre pour faire les travaux. Par exemple, là c'était pour la création d'un monte-charge dans la cathédrale. 2 ans de travail consacrés à la reconstruction de la galerie de la cathédrale et une consécration pour cette société d'une vingtaine de salariés, peu habitués à ce type de rencontre. Sur le moment, on ne se rend pas trop compte, on saisit l'opportunité, on fonce. Il y avait des choses auxquelles on n'est pas habitué. Il y a eu la visite du roi Charles, il y a eu la maire de Paris, le président de la République qui sont venus plusieurs fois. Et ça, c'est vrai que c'est des événements auxquels on n'est pas du tout habitué sur des chantiers classiques. Un chantier grandiose, aux chiffres vertigineux. Plus de 1200 tonnes d'échafaudage, environ 2000 travailleurs et près de 850 millions d'euros de dons, dont 700 millions pour reconstruire la cathédrale dans un délai de 5 ans, la principale difficulté. Le planning était très contraint, les exigences du client, donc de l'État et puis des intervenants côté maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage, ils avaient beaucoup d'attendus en termes de rendu et pour être rassuré sur la façon dont on allait construire. Aujourd'hui, le planning est respecté. La cathédrale Notre-Dame de Paris est prête à accueillir de nouveau les fidèles et les visiteurs. Sa réouverture est prévue le 7 décembre avec une grande cérémonie liturgique et un concert sur le parvis. 2 Français sur 3 sont inquiets de l'impact des risques environnementaux sur la santé. Un enjeu qui touche particulièrement les Outre-mer. Vous allez le voir, en Martinique, le chlordécone incarne une crise environnementale et sociétale majeure. Marquée par des décennies de pollution et des tensions persistantes avec l'État français, un colloque se penche sur les bonnes pratiques pour libérer le territoire de ce pesticide. La quête de justice pour les victimes et la recherche de solutions durables sont au cœur des échanges. Notre partenaire Via ATV était sur place, regardez. La sensible question du chlordécone abordée sur fond d'humour. À travers un sketch, ces étudiants en licence biologique mettent en avant les réponses aux questionnaires réalisés auprès des jeunes. C'est l'un des temps forts du colloque Zéro chlordécone à l'Université des Antilles. 60% des jeunes sont peu inquiets par rapport au chlordécone. Ces résultats montrent qu'ils soient peu inquiets, laissent entendre qu'on vit avec et qu'on s'habitue un petit peu à ce risque environnemental. L'idée du colloque est de susciter une réflexion quant aux futures pratiques à adopter pour une île sans chlordécone.
Si aujourd'hui le pesticide demeure bien présent sur nos terres, des alternatives existent pour jardiner en limitant les risques. Les analyses de sol sont faites par des prélèvements organisés dans le cadre du programme JAFA. Donc il y a des professionnels qui viennent. Une fois que vous avez eu une analyse qui malheureusement est positive, vous pouvez quand même jardiner chez vous, mais ça va se faire sous l'étape de culture en hauteur notamment. Avec du sol provenant d'ailleurs. Selon le docteur Jos Pélage, inverser la tendance serait bien possible avec notamment une première étape, le dépistage. Dès que vous avez un taux qui est positif, il faut aller voir avec votre médecin. Votre médecin va évaluer l'état général de votre santé, en particulier en connaissant les risques liés à la molécule comme l'atteinte du foie, l'atteinte de la prostate et l'atteinte du cerveau. Il y a des traitements qui ont été utilisés aux États-Unis, comme le Questran, la cholestéramine, que l'on peut utiliser pour accélérer la décontamination. Il existe des traitements. Le corps médical n'est pas démuni. L'année dernière, 13 137 prélèvements de dosage de chlordéconémie ont été réalisés. Un chiffre qui a doublé en l'espace d'un an, mais qui représente seulement un peu plus de 6% de la population. Cette semaine, l'Observatoire des inégalités a publié son dernier rapport et la pauvreté, c'est une mauvaise nouvelle, en France, continue de s'aggraver. Et face à l'augmentation de cette précarité, les associations sont en première ligne. Vous allez le voir, à Joinville, la Croix-Rouge fait face à une hausse inquiétante de bénéficiaires alors que les dons stagnent et que les coûts explosent. Les bénévoles tirent la sonnette d'alarme. Un reportage de notre partenaire Puissance TV. Il est 9 h et les premières donations de la journée arrivent. Des conserves, des produits d'hygiène ou encore des produits frais. Dans ce centre de la Croix-Rouge à Joinville, les dons alimentaires affluent malgré les difficultés pour avoir des produits frais. Mais le nombre de bénéficiaires grimpe en flèche. 50 personnes sont attendues aujourd'hui. Il y a 5 ans, c'était une vingtaine. Alors oui, le nombre de bénéficiaires ne cesse d'augmenter. C'est un gros problème pour tout le monde, pour tous les centres de distribution alimentaire. Alors j'ai envie de vous dire qu'on fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'on essaie de ramasser au maximum dans les magasins, puis on essaie surtout d'être équitable dans la répartition des denrées dans les colis pour que vraiment tout le monde puisse avoir un petit peu de tout. Le but premier de la Croix-Rouge est d'aider temporairement les personnes nécessiteuses. C'est-à-dire que normalement la mission de la Croix-Rouge n'est pas d'aider les gens toute l'année, c'est, disons, au cas par cas, les gens qui ont un mauvais coup, une voiture en panne, un frigo à racheter, mais disons que les personnes qui, malheureusement, ont des petites retraites, c'est pas notre rôle de les aider toute l'année. Les bénéficiaires payent 5% du prix du colis, soit environ 1 € par personne, un tarif appliqué pour que les clients se sentent légitimes. Une boutique de vêtements est également disponible grâce à la donation. C'est Delphine qui s'en occupe. Tous les mardis, les bénéficiaires viennent chercher leur colis. Et donc, on a une boutique d'habits et tout ce qui est hygiène, petite déco, litière, plein de petites choses. L'antenne locale de la Croix-Rouge de Joinville espère plus de donations à l'approche des fêtes de fin d'année. Le local est ouvert tous les mardis de 14 h à 17 h. Tout à fait autre chose maintenant, événement historique en Corse. Le pape François se rendra à Ajaccio le 15 décembre prochain. La cité impériale s'active déjà pour accueillir cette visite exceptionnelle. Une conférence de presse a dévoilé les grandes lignes de l'organisation et notre partenaire sur place, Télépaésé, a recueilli le témoignage du cardinal et évêque de Corse, François-Xavier Bustillo. On l'écoute tout de suite. Le 15 décembre, on va accueillir le pape à Ajaccio, en Corse. Et on va bien l'accueillir. C'est l'événement. Un événement unique parce que nous sommes unis. Moi, je trouve que le message fort que la Corse va donner à la France, à l'Europe, au monde, c'est que nous sommes capables de travailler ensemble. Cet événement va marquer l'histoire de la Corse. Il y aura une manifestation unique de joie. Et nous serons là pour dire, nous sommes capables de rassembler, de fédérer, de vivre des moments heureux. Il faut le dire et il faut le célébrer.
Après la récente frénésie du Black Friday et des achats à prix réduit, découvrons comment des objets de seconde main peuvent aussi trouver une nouvelle vie. C'est le pari réussi qu'a fait cet hôtel à Saint-Malo. Plutôt que de tout jeter, les nouvelles propriétaires ont décidé de revendre l'intégralité du mobilier à prix cassé. Focus sur une initiative écologique et économique avec notre partenaire TVR à Rennes. Cendrier à 1 €, distributeur de papier toilette et même les suspensions du bar, tout de cet hôtel doit disparaître. On habite Intramuros, donc on a, par solidarité pour ces deux dames qu'on ne connaît pas, mais qui habitent Intramuros, je suis venue faire un petit tour. Ça, elle nous convient parfaitement. C'est exactement ce qu'on cherchait. La literie est partie très vite, un sacré coup de pouce pour Émilie et Juliette, ces deux propriétaires qui se sont lancés dans l'hôtellerie en juin dernier. Il est à peine 10 heures. Je pense que la moitié des choses sont déjà parties. L'argent va nous servir à financer une partie des travaux. C'est des objets qui ont été utilisés plus de 100 fois. Il y a eu tellement de passages, tellement de personnes que voilà, on est dans des prix très raisonnables. Beaucoup de monde ce matin et même un dessinateur venu chercher de l'inspiration. Ça donne des idées que j'aurais pas eues avant de rentrer, quoi. Donc ouais, je vois des lampes murales ou ce genre de choses, c'est cool, quoi. Pour Noël ou pour une idée cadeau, pour peindre dessus, pour offrir, ça peut être un truc personnalisable assez sympa. Je m'attendais pas du tout, mais il me manque une poubelle, donc c'est l'occasion. Bah, je pense la noire parce que je me vois peindre des trucs en blanc dessus. Renommé le Croiseur Ginette, l'hôtel de 14 chambres ne dévoile rien de sa future décoration pour garder la surprise jusqu'à la réouverture après travaux en avril prochain. On peut essayer de sortir du concept de l'hôtel, faire plus comme une maison. On veut vraiment accueillir les gens comme si c'était chez nous. Un lieu vraiment chaleureux, voilà, qui nous ressemble. Bon nombre de galets ont trouvé acheteurs, mais il reste encore des tables de terrasse, de la vaisselle et surtout le bar. Vous avez jusqu'à dimanche chaque jour de 9 h à 19 h. Et si l'activité physique ouvrait les portes de l'emploi? À Épinal, une expérimentation unique en France engage des bénéficiaires du RSA dans 5 heures de sport hebdomadaire. Ce dispositif innovant vise à faire de l'activité physique un tremplin vers la réinsertion professionnelle, une approche inédite à découvrir avec notre partenaire Vosges TV. Depuis 3 semaines à Épinal, une douzaine de personnes participent à une expérimentation unique en France à destination des bénéficiaires du RSA. L'idée, utiliser l'activité physique comme levier pour retourner vers l'emploi. L'objectif, c'est effectivement de se servir du sport dans ce qu'il est. On accepte les règles, on accepte de progresser, on accepte un peu de se dépasser. On admet parfois l'échec, mais on repart au combat pour tenter de... Le sport est vecteur de merveilleuses choses sur le plan humain. Donc le sport est un support pour permettre une dynamisation personnelle en lien avec les services de l'emploi, avec un accompagnement socio-professionnel. En fait, c'est un projet de lutte contre l'exclusion pour redonner une nouvelle chance aux allocataires du RSA. Randonnée pédestre, badminton, boxe, autant de disciplines sportives encadrées par l'UFOLEP que le groupe pratique à raison de 5 heures par semaine. Ce dispositif, financé par l'État et le conseil départemental, entre dans le cadre du contrat d'engagement réciproque de 15 heures hebdomadaires, mené dans les Vosges notamment par France Travail, pour l'insertion professionnelle. Tous ici se sont inscrits de leur plein gré, mais avec une certaine méfiance au départ. Finalement, la qualité d'intervention, le groupe, l'activité physique, surtout ça, a permis aux gens de libérer un peu leur peur, de se laisser aller et de prendre ce qu'il y avait à prendre dans les séances, c'est-à-dire en fait du lien humain. Une cohésion et un dynamisme palpables dans ce groupe aux profils variés et au parcours de vie parfois difficiles. Cette expérience humaine redonne donc un nouveau souffle aux bénéficiaires. J'avais besoin de reprendre confiance en moi, gérer mon stress, mes angoisses, parce que c'était compliqué. Et franchement, voilà, pour l'instant, je l'ai trouvé, j'ai trouvé ma sérénité en fait, c'est ça. C'est pour changer un petit peu de quotidien, se relever le matin, retrouver un petit coup de boost. Et j'ai le projet de devenir surveillant de baignade. Cette première expérimentation plutôt encourageante s'achèvera mi-décembre et devrait être reconduite, voire étendue à d'autres territoires. Après l'activité physique utilisée comme levier de réinsertion sociale, place maintenant à un autre combat, celui de Najim Mohamedi. Il y a quelques années, l'ancien champion de boxe brillait à Las Vegas. Il était le visage de l'un des combats les plus mémorables de la dernière décennie pour un boxeur français. Aujourd'hui, Iron Najib, c'était son surnom, change de rôle. Il se lance dans l'organisation des soirées qui façonnent l'histoire de la boxe. Prêt à écrire un nouveau chapitre de sa carrière, notre partenaire de la Provence a recueilli son témoignage. Écoutez-le.
Je sais aussi que c'est pas évident du tout à faire, il faut vraiment être très structuré il faut du temps, il faut une certaine expérience, il faut un vrai recul. Moi j'ai eu la chance un peu, comme tu as dit, d'avoir un certain parcours très divers et varié. J'ai connu toutes les galères et toutes les bonnes choses, donc je pense être préparé à certaines choses. Cette semaine, c'était Elisabeth Borne qui était l'invitée de l'émission Face au territoire, en direct sur TV5 Monde jeudi matin. L'ancienne première ministre a répondu aux questions de nos partenaires de la presse quotidienne régionale. Elisabeth Borne est revenue sur la motion de censure votée contre le gouvernement de Michel Barnier. Écoutez-la. Elisabeth Borne, ça me renvoie avec ce que vous écrivez dans votre livre. Vous y décrivez une culture de l'affrontement particulièrement sanglante. D'ailleurs, vos homologues, Premier ministre en Europe, vous en parlent souvent. Cette culture de l'affrontement, écrivez-vous, se traduit par la recherche d'un gagnant et d'un perdant dans le moindre de nos échanges. Ma conviction est que cette logique d'affrontement et cette absence de culture de dialogue consomment inutilement de l'énergie. Alors, est-ce que c'est possible d'inverser ce qui est dans le caractère des Français, finalement, et donc de leur représentativité nationale? On a vu les débats à l'Assemblée hier. Écoutez, je pense qu'il faut absolument inverser cette culture parce que, comme je le dis dans le livre, je pense qu'on passe beaucoup d'énergie à se contrer les uns les autres au lieu d'essayer de bâtir des compromis. Et moi, j'ai eu à cœur, en tant que Première ministre, dans une majorité qui avait déjà une configuration inédite, puisqu'il nous manquait 40 voix sur chaque texte, de bâtir des compromis. Mais là, ça n'a pas été possible, par exemple. En l'occurrence, on a encore descendu une marche par rapport à l'époque où vous étiez à Matignon, il n'y a pas si longtemps. Alors, ce qui est clair, c'est que l'Assemblée est encore plus éclatée. Elle est structurée en 3 blocs. Et ça ne tient qu'à ça, selon vous? Non, je pense. Le caractère des Français que vous décrivez. Alors, je cite dans le livre une remarque que me faisait mon homologue portugais qui dit en France, vous commencez l'enseignement de l'histoire par la Révolution française. Bon, je pense qu'il faut qu'on dépasse cette culture de l'affrontement et qu'on aille vers une culture du compromis. Alors que le froid s'installe et que l'hiver pointe son nez, les écoles de ski françaises se préparent déjà à accueillir leurs futurs élèves. Val Thorens accueille cette semaine les délégations des écoles de ski de toute la France. Un rendez-vous important pour lancer la saison. Les moniteurs échangent sur les évolutions de la discipline et les règles de sécurité. Un reportage signé Emmanuel Jaude pour notre partenaire 8 Mont-Blanc là-bas. Alors que les premières stations viennent à peine d'ouvrir leurs portes, toutes les écoles du ski français sont déjà sur le pied de guerre. Réunis toute cette semaine à Val Thorens, plus de 500 moniteurs ont chaussé les skis pour une semaine de stage technique qui vise à reprendre les bases tout en évoquant les quelques nouveautés liées à l'évolution des disciplines. Les journées techniques, on les a sur 2 temps. On a le premier temps en début de semaine, le lundi et mardi, où là c'est tous les directeurs et directeurs techniques des 220 écoles de ski en France qui se rejoignent sur Val Thorens pour préparer la saison, discuter un peu des évolutions, du métier, de la technique, de la pédagogie et de la sécurité. Au travers de nombreux ateliers, ces journées techniques sont également l'occasion d'alerter les équipes enseignantes quant à l'émergence de nouvelles problématiques importantes et à ne pas laisser de côté, même en station. Hier par exemple, il y a eu une session sur le harcèlement qui est partout dans le monde entier, et dans tous les niveaux de la société. Et nous, on est confrontés avec des enfants, des adultes, et il faut être vigilant sur ce point-là. Donc on a été formés. En dépit de ces notions, des plus importantes, c'est dans la bonne humeur que les pulls rouges lancent donc leur saison, tentant d'uniformiser et de faire évoluer les enseignements délivrés chaque année par l'institution. Chaque année, on essaye de faire évoluer des dossiers. Là, par exemple, aujourd'hui sur le terrain, on traite la problématique de la gestion des stades et des responsabilités, la manière d'organiser un entraînement ou une compétition. Voilà, par exemple, où on revoit les fondamentaux du traçage, des contenus, du passage des étoiles, qui est vraiment le cœur de notre métier. Au terme d'une semaine de formation et de reclassement, la saison sera donc bel et bien lancée pour les moniteurs de ski qui attendent déjà avec impatience l'ouverture de leurs domaines respectifs pour mettre en pratique les connaissances acquises au cours de ces quelques jours. Et si vous deveniez testeur officiel de vos produits préférés? À Villepinte, des consommateurs du Club des goûteurs se transforment en critiques culinaires. Box à domicile ou dégustation sur place, leurs avis permettent d'améliorer les rayons. Immersion dans ce club où le goût fait la loi avec Christophe Rigaud. Regardez.
Aujourd'hui, Corinne, Christian, David et Aurélie se sont transformés en consommateurs-testeurs. Ils ont été invités par une enseigne de la grande distribution pour déguster leurs produits. Foie gras, chocolat, jus de fruits, amandes, ils sont là pour goûter, mais surtout pour donner leur avis. Je trouve que le jambon n'a pas assez de puissance. Il n'est pas assez présent. Il y a trop, il y a trop de fromage. Mais c'est vrai qu'il faut le chercher, le jambon. On tente plutôt le fromage. Confiture de figue, il n'y a rien à jeter. Ah ouais, ça j'en prends tous les matins. Ouais. C'est marqué grillé ou pas? Pour l'amande, le grillé c'est mieux. Je suis complètement d'accord avec vous. J'ai goûté le jus de pomme et je suis agréablement surprise. On sent bien la pomme, il est très agréable, très frais. Ces consommateurs font tous partie du club des goûteurs de la marque Aldi. Régulièrement, ils reçoivent des box à domicile pour tester et évaluer les produits. Mais aujourd'hui, ils sont invités dans une des salles test de la marque pour découvrir de nouveaux produits avec le même plaisir. L'intérêt, c'est de goûter des trucs que je ne m'offrirai pas, et puis il y a des produits que je n'achète jamais. Donc là, au moins, je vais pouvoir goûter des trucs. Dans le jus de pomme, j'en prends jamais. C'est des produits variés, des produits salés, sucrés, des produits au quotidien. Et j'aime bien goûter les bonnes choses. Verdict, c'est directement auprès d'un collaborateur du service communication de l'enseigne que nos goûteurs font leurs commentaires. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bon. Tout le monde a bien aimé parce que tout le monde a piqué dedans et il y en avait 20. Mais je trouve que ça n'a pas beaucoup de goût, le jambon. Il manque du jambon. D'accord. C'est une bonne info. C'est exactement ce type d'info qu'on cherche à avoir. Des commentaires très importants pour l'enseigne. Le fait d'avoir le client en face, ça nous permet de dire tiens, ça, c'est la priorité numéro 1. Ce produit-là, il faut le faire modifier dans ce sens-là. Donc ça nous permet surtout de prioriser nos axes d'action pour les prochains mois. On prend les informations, on traite les retours, et après on donne ça au service qualité et on fait évoluer nos recettes et tout le processus pour que nos clients après puissent être plus satisfaits de la qualité de nos produits. Depuis 2 ans, la marque a fait tester 350 produits et recueilli plus de 50 000 avis. Voilà, après les dégustations du Club des goûteurs, direction la Sarthe pour une autre expérience gourmande, car le patrimoine peut aussi se déguster. Au Mans, le chocolatier pâtissier Vincent Bénard propose un calendrier de l'Avent très unique. Chaque case dévoile une douceur inspirée des trésors historiques de la ville. Une belle manière de mêler gourmandise et culture, découverte avec notre partenaire LMTV Sarthe sur place. La cathédrale et la cité Plantagenet du Mans en guise de façade pour ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Une idée née en janvier qu'il a fallu peaufiner pendant 10 mois. On fait des calendriers de l'Avent personnalisés à peu près tous les ans. On s'est dit pourquoi pas mettre en avant le patrimoine manceau, parce qu'on a quand même beaucoup de monuments manceaux qui sont reconnus en France. Voilà. Normalement, on doit en envoyer un à la mairie du Mans pour monsieur le maire. Dedans, on a des produits qualitatifs à base de chocolat, confiserie, qui sont tous fabriqués chez nous dans notre atelier juste derrière. Les derniers calendriers ont été reçus cette semaine, alors il faut les garnir. À l'atelier, on prépare les dernières gourmandises. Donc là, on est en train d'enrober les pavés du Vieux Mans. Donc on va leur passer une couche de chocolat et après ils vont venir tomber dans le sucre glace qui est coloré naturellement avec du charbon pour donner un colorant naturel sans avoir de produits chimiques. Puis direction l'emballage pour terminer les calendriers avant de les mettre en vente. On a gardé la case du 24 décembre pour mettre notre spécialité, le pavé du Vieux Mans. Des calendriers de l'Avent en édition limitée à 150 exemplaires. Le produit coûte 49 €. On a eu une vingtaine de précommandes déjà, donc ça risque d'aller vite. Pour les récupérer, direction le site internet de la boutique ou directement à la chocolaterie près de l'université. Mais un rappel pour les plus gourmands, le calendrier de l'Avent ne s'entame qu'au 1er décembre. Un potiron de 304 kilos, ça en fait des litres de soupe. Mais ce géant de l'Outre-Manche n'est pas là pour les records, il est solidaire. En Moselle, un jardinier passionné a cultivé ce potiron hors norme pour la bonne cause. Ce légume géant sera transformé en soupe. Une belle histoire de défi et de solidarité à découvrir avec notre partenaire sur place, Moselle TV. Allez. Un potiron hors norme. Avec ses 304 kilos, ce cucurbitacé est l'œuvre de Nicolas, jardinier amateur et passionné. C'est le chouchouter tous les jours. Voilà, c'est une taille, les entretiens à faire, c'est laisser un fruit. Il faut à peu près 100 mètres carrés de feuillage. C'est de comprendre la plante en fait.
Mais Nicolas ne garde pas son trésor pour lui. Il décide de l'offrir à un restaurant pour en faire des litres de soupe. Elle sera distribuée lors d'une marche gourmande organisée au profit du Téléthon. Et pour le transporter, il a fallu quelques bras supplémentaires. Sachant qu'il y a un poids conséquent et manuellement on ne peut pas, donc je suis bénévole à le transporter. Direction le restaurant du domaine de la Grange de Condé, où le chef les attend avec impatience. Alors on va essayer de ne pas se couper. Impossible de le ramener dans les cuisines, la découpe se fait devant les portes de l'établissement. On enlève un petit peu le foin ici. C'est un gros travail de préparation aujourd'hui pour préparer la courge à couper en cubes, préparer les oignons, les carottes, tous les légumes qui seront accessoires à la soupe. On met ça en cuisson, elle va cuire toute la journée et puis elle sera mixée 1 heure avant de la livrer au Téléthon. Grâce à ce potiron, ce sont 200 litres de soupe qui vont pouvoir être distribués lors de la marche gourmande. C'est vraiment exceptionnel. Ça regroupe plusieurs personnalités du village en fait, et on se rend compte que les gens sont très solidaires en fait. C'est ce qui fait aussi que cet événement est beau, quoi. Un défi généreux à la hauteur de ce potiron XXL qui permet de mêler gourmandise, convivialité et solidarité. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Au revoir.